Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui on replonge dans les vidéos découvertes du mois. Une petite habitude que j'avais pris au courant de l'année 2023, c'était de faire des petites vidéos découvertes où je partageais mes avis, mes lectures du moment, en lien surtout avec le monde du jeu de rôle indépendant. Des petites pépites, des petites choses qu'on pouvait découvrir ici et là sur les internets. Et j'avais tenté également avec le temps d'incorporer un peu plus de jeux et de gammes francophones dans le lot parce qu'on s'entend que c'était majoritairement de l'anglophone. Et c'était bien apprécié. En janvier 2024, j'ai eu l'occasion de le refaire, mais depuis, c'est assez mouvementé. Vous pouvez voir le nombre la quantité de vidéos qu'on sort sur la chaîne. J'ai malheureusement manqué de temps pour me rattraper en fait dans ce type de vidéos-là. C'est quand même des vidéos qui demandent un certain temps de production et de montage et de recherche aussi également, voir aussi qu'est-ce que je me présente et qu'est-ce que je ne présente pas. Mais ça me manquait. Donc, je veux vraiment au moins continuer à en faire. Je trouve que c'est important. Je trouve que c'est une belle manière de partager des choses justement qui sont peut-être un peu plus cachées, qui sont moins mis en lumière. Et toutefois, par contre, les top découvertes vont peut-être être un peu moins top 10. Ça se peut qu'elle soit plus top 7, top 8, top 5. Pourquoi pas? Au final, l'important, c'est de présenter des choses que j'ai pu lire au courant du dernier mois et qui étaient vraiment très intéressantes. Je présume qu'éventuellement, je vais avoir plus de temps pour peut-être garder une formule top 10, mais je voulais au moins continuer à présenter des choses parce que je pense que c'est apprécié, du moins les commentaires que j'avais pu lire sur le sujet et les retours que j'avais et aussi le fait de pouvoir justement présenter des choses et savoir que des gens se les étaient achetés ou les avaient commandés. Je trouve que ça valait la peine, ça vaut la peine de continuer cette belle tradition. Mais également aussi, je voulais vous montrer ceci, cette petite boîte que j'ai reçue. Oh! 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 Petite boîte de Mothership que je ne vais pas présenter aujourd'hui. Malheureusement, non. On va attendre Félix, Antoine et moi-même. On va se consulter, faire ça en duo parce que lui aussi également, il l'a reçu. Et on va vous présenter le tout, autant de son merveilleux intérieur que autant son visuel, le contenant comme le contenu. Qu'est-ce que peut offrir finalement ce jeu après un bon 3 ans d'attente Mothership RPG, un incroyable jeu d'horreur de science-fiction. Mais là, les autres découvertes du mois. Les découvertes du mois d'avril 2024. On tombe pour avril 2024, même si cette vidéo sort en mai. Et possiblement que je vais pouvoir en faire une autre en mai. Je suis très confiant, là, c'est un peu moins pire ces temps-ci. J'arrive à la fin d'un gros projet dont j'ai vraiment hâte, en fait, de vous parler sur la chaîne. Un projet que ça fait très longtemps que je planche dessus. Plus qu'un an, presque 2 ans, je pense. Et au travers du travail, la job et tout ça, eh bien, encore une fois, c'est une question de savoir où je pouvais mettre mon attention et le nombre d'heures que je pouvais investir dans les avancées de ce projet-là. Mais j'arrive bientôt à la fin et je sais qu'une fois que ça va être fait, ça va me libérer de l'espace créatif pour pouvoir justement peut-être produire d'autres vidéos, d'autres types de vidéos, mais ça reste à voir. Quoi qu'il en soit, découverte du mois d'avril 2024. Encore une fois, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'essaie d'incorporer des petits éléments francophones ici et là, et il y en a dans cette vidéo. On commence le numéro 5 avec Rosewood Abbey, The Play to Find Out Tabletop RPG of Monastic Mysteries. C'est quand même un très long nom. Rosewood Abbey est un jeu de rôle qui met de l'avant la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Il s'inspire du roman de Umberto Eco, Le nom de la rose. Fait que déjà là, ça vient beaucoup me chercher, étant mon roman préféré de tous les temps. J'en ai peut-être déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment un roman qui m'a marqué en profondeur et il s'inspire directement du roman, mais également aussi du film, de l'adaptation en film qui est sorti en 86 avec Sean Connery, Christian Slater, Ron Perlman et d'autres acteurs qu'on reconnaît les visages, mais qu'on ne reconnaît pas nécessairement le nom. Mais il s'inspire également de la série télévisée britannique à mystère Cadfael. Cadfael qui était sorti aussi quand même il y a déjà quelques années, si jamais vous avez déjà écouté ça. Dans ce jeu, eh bien, vous incarnez des moines, ce qu'on appelle les fratres Hérodoterie, qui forment une fraternité informelle de savants qui ont prêté serment à la connaissance et à la vérité. Et les mystères, en fait, que vous allez devoir investiguer, découvrir qu'est-ce qu'il en est, c'est quoi les origines de, justement, les différentes
événements ou les différentes disparitions, meurtres ou autres qui peuvent survenir dans une partie, eh bien, vous allez devoir vous mettre en équipe pour tenter de résoudre ceux-ci. Le jeu est basé sur le système de Brindlewood Bay, donc un PBTA. C'est le mécanique qui est utilisé pour d'autres jeux qui ont été faits par des gauntlets, comme par exemple, j'en ai parlé exemple, sur la chaîne Public Access assez récemment. Donc, des mécaniques de jeu qui sont très portées justement sur la résolution de mystères, la résolution d'intrigues, qui fonctionne aussi de manière très narrative avec l'utilisation de 2d6 et des actions qu'on peut entreprendre selon les différents moments de la partie. C'est conçu pour 3 à 6 joueurs. Ils disent qu'il fonctionne bien en one-shot, mais il va surtout briller en courte campagne grâce à une mécanique qu'on appelle le Rumor Mill, dans le fond, l'espèce de moulin à rumeurs. On va traduire ça comme ça. Et ce que je trouve vraiment très cool, c'est en fait, c'est ce moulin à rumeurs-là qui m'a vraiment donné le goût de présenter ce jeu-là dans ce top pour le mois d'avril 2024, parce que plus la partie avance, les personnages, les moines, ils vont découvrir des choses. On peut aller autant, je considère, pour l'avoir lu, je considère qu'on peut autant aller dans le surnaturel que dans le non-surnaturel, bien que on s'entend que ça reste un peu plus en surface. Là, il ne va pas avoir des histoires de dragons volants qui chevauchent des hippogriffes et qui vont se battre avec des épées dans chaque main. Là. On n'est vraiment pas là-dedans. C'est des intrigues dans une ambiance monastique moyenâgeuse. Fait qu'il y a quelque chose, c'est le mystère, le mal, le bien et tout ça, ça demeure plus sous-entendu, c'est présenté via justement l'iconographie religieuse et tout ça. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup intéressé dans ce jeu-là, c'est que au fil des intrigues, eh bien, les autres moines qui font partie de ce qu'on appelle l'abbaye, ils disent l'Abbazia di Parisandro, la Rosewood Abbey, eh bien, les autres moines et leurs troupeaux sont enclins plus à interpréter les situations qui se déroulent, c'est-à-dire les situations qui sont résolues par les moines enquêteurs, comme étant soit l'œuvre du Dieu, soit celle des esprits maléfiques, l'œuvre du mal, de Satan, des suppôts de Lucifer, etc. Alors, les rumeurs vont commencer à prendre au courant de la partie, au courant des différentes intrigues qui vont évoluer, et tranquillement, les joueurs et les joueuses vont devoir répondre de leurs actions face aux autres moines qui commencent à dire que « Hey, tout ce que vous avez appris, vous l'avez appris comment? Est-ce que c'est le diable qui vous l'a murmuré dans vos oreilles la nuit venue? Est-ce que vous êtes un culte ou vous êtes vraiment juste des enquêteurs? C'est quoi les mystères qui se cachent derrière ce que vous tentez d'entreprendre? Fait que c'est vraiment cool. Ça m'a vraiment, 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 vraiment stimulé. J'ai fait genre, ouh, la belle mécanique. Et il y a différentes choses qu'on peut entreprendre, des questions qu'on va se lancer pour justement mettre de l'avant ces rumeurs-là qui vont se développer au fil des parties. Ça me parle énormément. Pour vrai, ce jeu-là, je l'ai mis dans le numéro 5, mais je pense qu'il aurait pu être un peu plus haut on va dire dans ce top. Parce que, autant dans son thème, l'ambiance qui est reflétée, les mécaniques du Brindlewood sont vraiment cool. Je me découvre un nouvel amour pour le PBTA via justement les produits du Gauntlet, même si ce jeu n'en est pas un. On s'entend, ce jeu est fait par D-Rollist, qui a sorti aussi d'autres jeux en français également. Donc peut-être que ce jeu va sortir en français, ça serait quand même vraiment, vraiment très cool. Et donc ouais, Rosewood Abbey, avec un visuel qui est très, très bien pensé parce que ça demeure très iconographie justement religieuse. Alors, on a accès à beaucoup de fioritures, de petits dessins qui devaient être à l'intérieur de certains ouvrages religieux. Bref, plein de choses qui sont aujourd'hui libres de droit et qui peuvent être adaptés, repris, transformés dans un livre de jeu de rôle comme le propose ce livre-là. C'est très, très cool. Ça, je pense que je vais me l'acheter en physique parce qu'il est en précommande présentement pour des copies physiques. Et j'ai le goût. Ça me titille. Tout le concept du jeu me titille beaucoup. Et comme je le mentionne, le système Brindlewood m'a comme un peu donné un renouveau pour le PBTA en justement incorporant plus les mécaniques d'intrigue et tout ça. Donc, mon numéro 5, Rosewood Abbey. Je vais essayer d'être plus court pour mes autres, parce que je me rends compte qu'au final, mes vidéos vont être aussi longues les unes que les autres. On y va avec mon numéro 4. Il s'agit de Thief RPG, donc dans le jeu de rôle. J'avoue qu'en français, ça a peut-être un peu moins d'impact. Un jeu que j'avais suivi la campagne de socio-financement lorsque il avait été financé sur Kickstarter, mais j'avais passé à côté pour des raisons monétaires. J'étais comme, c'est pas le temps, j'ai déjà autre chose en banque, j'ai déjà d'autres projets sur la table et tout ça. Et lorsque je l'ai vu sortir officiellement, j'ai décidé de faire le pas et de me le procurer. Et
Ouh, que c'est un beau jeu. C'est vraiment, vraiment un très, très beau jeu. Une espèce de mélange, jeu de rôle sur table, comico-horrifique pour, encore une fois, 3 à 6 joueurs et qui se déroule dans des landes isolées et des marais détrempés du nord de l'Angleterre dans les années 1700. Ce n'est pas un jeu historique, on s'entend. C'est un jeu, un mélange entre l'histoire et le fantastique. Je l'ai ici physiquement, en fait. C'est un livre que j'ai reçu physiquement. Et pour vrai, la version physique, elle est de toute beauté. Vous pouvez voir ici l'espèce de couverture, pour ceux qui m'écoutent avec le visuel, l'espèce de visage démoniaque, l'espèce de monstre qui se cache dans l'ombre, avec l'écriture sur le côté qui est marquée Thief. Et toute la reliure est comme faite en espèce de tissu. C'est vraiment, vraiment un fichu de bel ouvrage. La mise en page aussi, elle est très cool. Le visuel est vraiment beau. Et c'est un jeu, encore une fois, c'est peut-être la thématique forte de cette vidéo, mais c'est un PBTA. Donc, encore une fois, une mécanique 2D6 avec des rôles que les personnages peuvent interpréter, mais c'est un PBTA plus classique. On n'est pas dans le Brindlewood, parce que ce jeu-là, les personnages ne vont pas être purement dans l'enquête. Il y a de l'enquête, il y a de la recherche, il y a de l'intrigue, mais ce sont surtout des chasseurs. Les personnages, les joueurs et les joueuses vont incarner des chasseurs, des tueurs qui sont spécialement formés, des pisteurs, des académiciens, dont le travail est de repousser les choses monstrueuses qui se cachent ici, dans l'ombre, et de veiller à ce que le commerce des différents artefacts occultes reste intact et que les coffres de la couronne anglaise restent pleins. C'est très cool. J'aime encore beaucoup ça. C'est encore une fois très beau mélange entre le réel, l'historique et le fantastique. Moi, je pense que c'est un de mes thèmes préférés également, tout ce qui va toucher une corde sur l'histoire, mais qui va en même temps explorer autre chose et qui va se permettre on va dire des détours dans certains recoins un peu plus subtils et occultes. Et Thief le fait merveilleusement bien. Très très cool PBTA que j'ai vraiment le goût d'animer une partie sur la chaîne en one-shot, possiblement, peut-être en campagne. Je ne sais pas si j'aurais le goût de le faire en campagne, même si les PBTA sont souvent, ils prennent plus leur jus, ou du moins ils prennent plus consistance dans le contexte d'une campagne. Les personnages, en fait, vont encore une fois évoluer en termes de fatrie. Ils vont comme représenter un groupe. Et plus ça avance, et bien plus il y a des risques qu'ils attirent sur eux de l'attention de certaines personnalités ou créatures uniques qui vont représenter des dangers plus importants que les petites bêtes qu'ils vont affronter au quotidien. Le jeu est décrit comme un mélange entre The Witcher, qui rencontre Jane Austen, ou qui rencontre encore Stalker, pour ceux qui connaissent. Le film qui se déroule dans une zone isolée quelque part aussi, une espèce de secteur où il peut se passer plein de choses. C'est un peu comme ça qui se déroule, c'est un peu comme ça que c'est présenté dans l'ouvrage également. Et dans The Witcher, parce que, bien, oui, on est des chasseurs de bêtes, mais avec toute la côté un peu plus aristocratie de Jane Austen, avec des soirées mondaines et tout ça. Beaucoup de références culturelles qui sont très fortes. Et encore une fois, c'est vraiment très beau. Maintenant, je vous montre le visuel à l'intérieur. Je vais essayer de trouver une image là, pour les gens qui m'écoutent avec le visuel. Pour les gens qui m'écoutent en audio, tout est en noir et blanc. Et c'est comme un peu style calligraphie, un peu, mais en même temps, pas trop. Ah, ici, voyez-vous, ça là, c'est quand même cool. Pour vous montrer, là, je l'approche de l'écran comme ça, là. C'est vraiment un chouette ouvrage. La mise en page, elle est très claire. Ça se lit quand même relativement très bien. Et les classes sont intéressantes parce qu'on pourrait penser... on pourrait penser que les personnages ou les classes, les playbooks, comme on appelle dans des PBTA, vont être très tournés vers les combattants et tout ça. Mais il y a une belle diversité. Oui, il y a bien sûr l'espèce de bruiser qui est genre le guerrier, mais il y a aussi comme le capitaine qui est comme un peu un personnage qui est un peu plus nautique. Il y a le keeper qui est plus un gardien des secrets, The Outrider qui est comme un survivaliste, un espèce de tracker, et le sapeur qui est comme plus un ingénieur, un artisan. Fait que c'est drôle parce qu'il y a comme un côté presque militaire aux différentes incarnations, les interprétations, les personnages qu'on peut mettre en branle. Il y a comme un petit aspect presque comme si on faisait partie de l'armée de l'Angleterre. Et fait que bref, ouais. Thief, très cool jeu. Encore une fois, je suis très content de me l'avoir procuré et c'est à suivre pour celui-là. On continue avec le numéro 3, une création française qui se nomme Salem 1692 et c'est un jeu justement en français publié par Marion Amar. Marion qui possède d'ailleurs sa chaîne Suck My Dice sur laquelle elle partage également ses avis et ses retours sur différents jeux indépendants et autres gammes plus générales. Je vais mettre un lien, bien sûr tous les liens
dans la description de cette vidéo vont mener aux différents ouvrages que j'ai pu mentionner, mais également aussi à la chaîne de Marion. Salem 1692 est venu d'abord me chercher avec son thème. Et comme le laisse sous-entendre le jeu avec son titre, on peut comprendre qu'il va parler en fait de sorcières, le procès de sorcellerie à Salem, justement. Encore une fois, un mélange entre l'histoire et l'occultisme, un petit quelque chose qui est assez récurrent dans cette vidéo, encore une fois, mais on est loin du PBTA. Et oui, ce n'est pas un jeu PBTA. En fait, Salem 1192 est un jeu qui va emprunter à la fois aux jeux de rôle et aux jeux de société. On peut y trouver une certaine ressemblance avec ce qu'on appelle les jeux de rôle à secret. C'est-à-dire que soit qu'un personnage ou plusieurs personnages vont avoir des implications ou des secrets qu'ils vont garder pour eux et qui vont être révélés éventuellement durant la partie. Et c'est un peu ça, en fait, la formule qui est proposée dans le jeu. En fait, chaque joueur et joueuse autour de la table va incarner un membre actif dans un procès de sorcière. Il y a le gouverneur, le pasteur, le peuple, le scientifique et bien entendu la sorcière. La mécanique de jeu est basée sur le tir à la corde, donc c'est-à-dire deux camps, deux équipes qui vont tenter de tirer d'un côté ou de l'autre afin, avec des arguments, avec des propos, pour avoir le plus gros bout du bâton, ou du moins pour avoir l'avantage face à l'équipe adverse. Et dans le contexte de ce jeu-là, c'est en fait de savoir est-ce que la personne qui est accusée, la sorcière, est-ce qu'elle est innocente ou est-ce qu'elle est coupable? Est-ce que c'est une sorcière ou est-ce que c'est une pauvre dame qui a tout simplement été accusée de sorcellerie alors qu'elle ne mérite pas le bûcher? En début de partie, la sorcière glisse dans une enveloppe une carte indiquant si elle est coupable ou innocente. Elle va devoir garder secret cette information tout le long de la partie, même auprès de ses alliés. Parce qu'au final, les alliés, ils vont la croire, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ça reste à prouver. Et justement, tout le long de la partie, eh bien, il va y avoir deux camps qui vont se présenter, ceux qui vont accuser la sorcière et ceux qui vont la défendre. À chaque tour, les personnages vont piocher une carte qui permet d'amorcer un élément narratif ou de faire avancer ou reculer la sorcière sur un chemin qui va soit la mener vers le salut ou soit vers la pendaison ou la crémation ou toute autre méthode de mise à mort des méchantes sorcières. En tout, la partie se déroule en 9 phases. À chaque phase, les joueurs et les joueuses vont jouer une carte d'action ou une carte de récit pour alimenter la fiction qui est en cours de construction. Donc c'est vraiment en même temps, c'est un jeu collaboratif, mais qui a quand même une finalité vers un gagnant, que ce soit, soit la sorcière qui est accusée de sorcellerie et reconnue comme telle, ou soit qu'elle est libérée. C'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait. J'ai découvert ça avec, je pense que c'était, comment ça s'appelle, Au seuil du crépuscule ou quelque chose comme ça. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je vais faire apparaître l'image dès maintenant. Le jeu qui a été fait par Enzo Cavalier, où il y avait justement, c'était du 1v1, un personnage contre un autre personnage, le chasseur et la bête, et au final, il y avait quand même une victoire à la fin, il y avait quand même une finalité qui donnait raison à un personnage ou à un autre. Et c'est un peu encore cette mécanique-là qu'on retrouve dans le jeu de Salem 1692, où c'est une création collaborative en utilisant des cartes, en utilisant des mots-clés qui vont nous inspirer des moments de créativité soudaine, mais quand même, à la fin, il y a un gagnant en quelque sorte et il y a un perdant en quelque sorte, mais un peu je m'en fous dans ce contexte. Pas que je m'en fous, mais ça demeure que le plaisir, je m'en fous de perdre dans ce style de jeu parce que le plaisir de créer a été véhiculé tout le long de la partie. On ne va pas nécessairement créer pour gagner, même si ça peut être plaisant, ce qui mène à la conclusion de la partie, mais on crée pour pouvoir tout simplement créer avec nos amis autour de la table. Et en soi, je trouve que pour ça, la création du jeu, eh bien, elle est réussite. L'expérimentation qui est proposée, elle est réussite. Et le fait de pouvoir incarner différents personnages permet de renouveler l'expérience. Et le fait que sur chaque carte qui nous encourage à créer des événements possède plusieurs mots-clés permet également de renouveler l'expérience. Donc, chaque partie va être différente. La finalité de chaque partie va être différente. Et il y a des manières de jouer différents personnages qui vont avoir des attributs ou certaines particularités qui vont leur donner certains avantages selon les situations. Et ce que j'aime ça. J'aime ça qu'il y ait on va dire une diversité dans les rôles. J'aime aussi qu'il y ait quand même un certain cadre. On ne va pas jouer n'importe quel type de personnage. On va pas pouvoir... il n'y a pas de... C'est pas du, on va dire en anglais, du free-for-all. Là. On n'est pas vraiment laissé court ou laissé libre à une création complètement improvisée. Il y a tout de même des marches à suivre. Il y a tout de même certaines contraintes.
Et je pense que j'ai vraiment un coup de cœur pour le peuple, en fait. Le rôle du peuple, parce que ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Parce que le peuple, la personne qui va jouer le peuple, c'est tout le monde. C'est tout le monde, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être en fait plusieurs personnes selon le moment, fait qu'à un moment donné, ça pourrait être le palefrenier du coin qui va dire moi je considère que la sorcière, eh bien, elle est coupable. Et l'autre fois d'après, ça pourrait être par exemple une infirmière qui va dire non, je ne pense pas, d'après moi, elle est innocente. Fait que c'est que le joueur ou la joueuse qui joue le peuple a vraiment on va dire le plaisir de changer de camp, ou du moins peut-être même de changer de style de jeu au courant de la partie. C'est vraiment l'espèce de un petit plus que j'ai trouvé très cool. Fait que pour aller voir ça, c'est gratuit sur le site de Marion. Très cool jeu pour explorer cette espèce de formule collaborative qu'on peut retrouver dans certains jeux, mais qui n'est pas encore si populaire que ça. Surtout, je trouve, dans la lisière entre le jeu de rôle et le jeu de société. On dirait que c'est un style qui n'est pas à la portée de tous, mais qui vaut la peine d'être exploré si on ne connaît pas ça. Donc, mon numéro 3, Salem 1692. Mon numéro 2, Fever Swamp de Luke Gehring. L'air est humide. L'humidité se mélange à votre sueur. La chaleur est implacable. Le bourdonnement des insectes vous donne mal à la tête et la fièvre des blessures infectées vous laisse délirant. Mon numéro 2, Fever Swamp de Luke Gehring. L'air est humide. L'humidité se mélange à votre sueur, la chaleur est implacable, le bourdonnement des insectes vous donne mal à la tête et la fièvre des blessures infectées vous laisse délirant. Votre radeau est endommagé, il y a des esprits au travers des arbres qui viennent vous murmurer des paroles envoûtantes dans les oreilles et vous n'êtes là que depuis 3 jours. Retour dans les marais. Fever Swamp, j'aime tellement ce module-là, ce X-Crawl-là. Que j'ai financé le Kickstarter pour la 2e impression de l'ouvrage. Parce qu'en fait, c'est une 2e édition même de Fever Swamp qui est publiée chez Melziona Art Council, ceux qui font la version anglaise de Troika. Et on peut découvrir plusieurs choses dans ce délicieux X-Crawl de 15 emplacements. Il y a 2 donjons complets. Il y a une ville de base qui pourrait être infestée, qui m'a pris un culte du nom de Clink. Il y a 6 clans isolés du marais que vous pouvez rencontrer avec leurs coutumes et leurs particularités, 20 nouveaux monstres que vous pouvez découvrir. Il y a des règles pour gérer le déplacement par bateau. Il y a des maladies et des infections. Il y a des sorcières des marais. Il y a des miasmes. Il y a l'humidité. Il y a la saleté. J'aime beaucoup en fait toute la thématique marécageuse qui ressort de Fever Swamp, comme on peut l'imaginer. Et là, en fait, pour les règles, je ne l'ai pas mentionné, mais ça utilise le Original D&D, fait que c'est très OSR, c'est compatible avec la première version de D&D. Vous pourriez l'adapter à votre jeu OSR préféré. Vous pourriez le jouer avec Black Sword Hack, par exemple. Et de la même manière que Troika, parce que justement, c'est publié par la même gang qui font Troika, ça va tout le temps être implicite. Mais c'est évocateur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mes ouvrages, dans mes modules de jeu, souvent, surtout en fait. Lorsqu'on ne va pas ressentir le besoin de tout expliquer, on va laisser des zones grises volontaires, mais celles-ci sont présentées de manière à pouvoir nous inspirer, à nous donner en fait l'envie de créer au travers de ces zones-là. Et Fever Swamp le fait très bien justement en nous offrant des lieux à découvrir qui ont, on va dire, des sous-entendus, qui ont leur explication, mais qui tout de même vont avoir leur petit zone, on va dire, leur petite zone blank, leur zone blanche, leur lieu que vous pouvez construire dessus, sans vraiment avoir l'impression que vous dénaturez le concept même en fait, de l'aventure ou du module, dans ce cas-là, du marécage. Il n'y a pas vraiment d'histoire principale. Il y a juste comme l'endroit. Plusieurs possibilités de jeu, plusieurs possibilités d'aventure, mais il n'y a pas une énigme conductrice rouge qui va vous mener d'un point A à un point B. Vous faites ce que vous voulez avec ce marécage-là. Et pour vrai, c'est Luke Gehring qui est en l'air de ça, un créateur, un auteur de modules de jeu qui a conçu pour Mothership, qui a conçu pour Troika, qui a conçu pour autre chose. Et ce qu'il fait, c'est de la bombe. C'est vraiment souvent très bon. Donc, sautez là-dessus. Fever Swamp, qui est disponible maintenant. En fait, vous pouvez l'acheter pour la version digitale. Je devrais recevoir la version physique éventuellement. Je vais peut-être faire une vidéo dessus. Ça reste à voir. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de s'y pencher. Et finalement, mon numéro 1, Ronin Saga.
L'Empire a été brisé par le dragon qui dort sous la mer. Ses habitants sont isolés, vivant sur des petites îles, victimes des monstres infernaux. Toute personne qui se porte volontaire pour aider à libérer ces îles se verra offrir une place parmi la noblesse lors de la fin de cette croisade. Runner Saga est un jeu de rôle sans classe, ni niveau, enraciné dans le style OSR et inspiré du folklore japonais. On dit inspiré parce que bien sûr ce n'est pas encore une fois un jeu historique, c'est un jeu qui s'inspire. À la même manière que Thief peut s'inspirer de cette Angleterre des années 1700, eh bien Runner Saga s'inspire du folklore japonais. Les joueurs et les joueuses vont endosser le rôle de volontaires qui tentent de réunir l'Empire île par île. Et pourquoi est-ce que je vous parle de Runner Saga aujourd'hui? Eh bien parce que c'est le tout nouveau jeu d'Alexandre Kobayashi, l'auteur de Black Sword Hack, l'auteur de Fléau, que j'ai déjà parlé amplement sur la chaîne dans plusieurs vidéos, qui a travaillé avec les Merry Mushmen et qui est justement très reconnu dans son créneau pour offrir des jeux qui sont complets, mais qui sont très simples, mais qui vont aussi avoir une thématique et une saveur très forte, et c'est exactement ce que propose Runner Saga. Et là, je vous en parle comme étant mon numéro 1, parce que j'étais vraiment très excité d'en parler. Je l'ai comme lu vraiment vite, mais je vais, c'est sûr et certain, je vais faire une vidéo indépendante sur Runner Saga, parce que je suis beaucoup trop excité de pouvoir partager des choses à propos de ce jeu-là, parce qu'il offre exactement le style de contenu que j'ai besoin pour des parties de jeux de rôle, c'est-à-dire une boîte à outils incroyable. Le jeu a sa mécanique, a son système. C'est une mécanique D20 qui va s'éloigner du Black Hack, comme on a pu voir dans Black Sword Hack ou comme on a pu voir dans Fléau. C'est une mécanique de D20 où est-ce qu'on va ajouter un score d'aptitude et il faut atteindre ou dépasser une difficulté pour réussir. Et il y a en soi 3 caractéristiques, vraiment juste 3. Je pense que c'est l'agilité, le wits, qui est comme un peu la sagesse, et l'autre, je ne sais plus trop si c'est le brawl ou c'est le plus en lien avec, en quelque sorte, la force physique. C'est basé, ça me fait beaucoup penser à Cairn, par exemple, avec ces 3 caractéristiques très simples. Et vous pouvez soit jouer un humain, un demi-oni, un singe ou un kitsune, qui est comme une sorte de renard ou un renard anthropomorphique. Vous développez votre personnage comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de classe. Vous faites ce que vous souhaitez avec votre personnage en le personnalisant selon les options qui est proposées dans l'ouvrage. Et on dirait que je ne sais pas où m'arrêter, en fait, parce que je ne veux pas trop en dire, parce que mon objectif, c'est aussi de faire justement une vidéo indépendante sur le jeu, mais je voulais absolument en parler dans ce top 5-là. Et comme dans Fléau, comme dans Black Sword Hack, il y a une pléthore de tables aléatoires pour générer 1001 choses, autant pour la création de personnages, autant pour la création des îles que vous devez libérer. Et je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait des jeux de Kobayashi et que je tente à ma manière de reproduire dans mes propres jeux que je fais. C'est justement la formule de la création de personnages qui va souvent avoir du hasard, qui va offrir des apports mécaniques et narratifs à votre personnage. Parce que souvent, ce que vous pouvez lancer, par exemple, au hasard, va vous donner certains attributs ou certains pouvoirs ou certaines choses autres. Mais ça peut aussi également vous donner des informations sur qui est votre personnage. Qu'est-ce que vous faites? D'où est-ce que vous venez? Est-ce que vous avez été libéré par un ancien seigneur de guerre? Est-ce que vous avez voyagé au travers d'un univers alternatif, une espèce de monde, le monde des esprits? Est-ce que vous avez voyagé de l'autre côté de l'océan puis vous avez découvert une plus grande île que personne ne connaissait encore? Et là, il y a du jus. Il y a du jus pour créer du contenu à n'en plus finir. C'est ça un peu la beauté de ce style de jeu-là. Il y a tellement... Tout est là pour que vous puissiez créer vous-même votre univers, mais tout de même, il y a le cadre de base, c'est-à-dire cette espèce de folklore inspiré par le Japon féodal, avec un visuel incroyable. Il y a vraiment un visuel. Il est allé chercher, en fait, je me trompe pas, la personne qui a travaillé avec lui pour certains dessins, certaines illustrations, a travaillé chez Pixar, il me semble, je crois, et ça se voit dans les dessins. Là, il y a vraiment une touche artistique très particulière qui est très différente, encore une fois, de Black Sword Hack et très différente de Fléau. Et j'aime ça. J'aime juste beaucoup ça. Et pour vrai, j'espère vraiment pouvoir éventuellement avoir le livre physiquement et d'en faire moult parties parce que c'est tout le temps ce style de jeu-là qui... Les jeux de Kobayashi, c'est toujours une belle saveur à découvrir, mais on ne perd pas nécessairement pour autant cette espèce de facilité à apprendre le jeu. C'est jamais comme tout le temps un nouveau système qui est hyper complexe et que ça nous prend comme des mois à assimiler. Non. Souvent, ça prend en 2-3 minutes. On le comprend. Le reste, c'est du jeu.
C'est du jeu pur et dur, avec des découvertes autant du côté du meneur que du côté des joueuses et des joueurs. Et c'est ce que nous propose, encore une fois, Kobayashi avec Ronin Saga. Qui est un côté, un aspect, l'aspect Japon féodal, je ne l'ai pas beaucoup exploré en jeu, et là, j'ai vraiment le goût de le faire maintenant que j'ai le jeu en PDF et peut-être éventuellement physiquement. Donc, c'était tout. Hey, c'était mon top 5 pour avril. Peut-être que mai, ça va être un top 10, je l'espère. Mais ça fait déjà une assez longue vidéo. Mon top 5 mes découvertes, mes lectures des derniers temps. Il y a plein d'autres choses. En fait, il y en a tellement d'autres. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres que j'aurais aimé pouvoir vous en parler. Mais malheureusement, je manque de temps. Et éventuellement, je vais faire une vidéo sur un autre jeu précis. En fait, sur le jeu que, justement, le projet sur lequel je planche depuis très longtemps. Je vais éventuellement faire une vidéo dessus parce qu'à sa sortie, eh bien, il va falloir le promouvoir et en parler. Et j'espère pouvoir vous attirer avec celui-là de la manière que je peux, peut-être vous attirer avec ces autres produits indépendants dont je viens vous parler. Donc, hey! J'espère que vous avez apprécié ça. De mon côté, ça me fait vraiment plaisir. Je me suis retombé là-dedans. Je me suis retombé dans la présentation des jeux plus indépendants. Si vous avez des questions, commentaires, autre chose, vous pouvez les mettre, bien sûr, en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre si vous avez des questionnements. Si ce n'est pas fait, bien sûr, un petit abonnement, c'est toujours très cool. Un petit, si jamais ça vous tente, hein, un petit abonnement, un petit partage, présentez ça à quelqu'un d'autre. Vous dites, hey, ça a de l'air cool ce jeu, check ça. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.